23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part hier mardi aux côtés des chefs de l'initiative Compact with Africa à la table ronde organisée par la chancelière allemande Angela Merkel. Le salon de l'épargne et de l'investissement, le premier du genre en Côte d'Ivoire, a été lancé ce matin par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Thème principal, l'importance de l'épargne pour l'émergence économique. Et puis, classement Doing Business, la Côte d'Ivoire gagne 17 places. La Banque mondiale a publié ce mercredi son rapport 2019. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, s'est réjoui de cette performance. Bienvenue dans votre édition. On démarre tout de suite avec ce télégramme officiel du président de la République adressé donc à son Excellence M. Jair Bolsonaro, président élu de la République fédérative du Brésil. Votre brillante élection à la magistrature suprême de la République du Brésil m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien ainsi qu'en mon nom personnel, mais très vives et chaleureuses félicitations. Le peuple brésilien, à travers votre éclatante victoire, vient de vous manifester sa confiance et sa parfaite adhésion à votre projet de société visant à conduire le Brésil vers plus de progrès économique et social. En cette heureuse circonstance, il me plaît de vous former des vœux choisis de santé et de réussite totale pour votre excellence, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le vaillant peuple brésilien. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre excellence au raffermissement ainsi qu'à la diversification des liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays et nos deux peuples. Très haute considération, et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et justement, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a pris part, je vous le disais en titre, hier mardi, aux côtés des chefs de l'initiative Compact with Africa, à la table ronde organisée par la chancelière allemande Angela Merkel, une rencontre pour faire le point sur la mise en œuvre de ce programme dédié à la promotion des investissements privés en Afrique. À Ouattara. 11 chefs d'État et de gouvernement africains de l'initiative Compact with Africa à la chancellerie fédérale de Berlin pour une table ronde présidée par la chancelière allemande Angela Merkel et qui a vu la participation de l'Union africaine, l'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. Pour Angela Merkel, l'Afrique est à la fois un continent d'opportunités et un défi majeur pour l'Europe, d'où la nécessité de nouer des partenariats égaux et durables. Promouvoir donc l'engagement des entreprises allemandes en Afrique passe par la prise de décisions courageuses, notamment la création d'un fonds d'investissement de plus d'1 milliard d'euros destiné aux petites et moyennes entreprises d'Europe et d'Afrique, l'amélioration de la protection contre les risques pour les exportations et investissements dans les pays du Compact, et surtout éviter la double imposition des entreprises. Autre mesure proposée, c'est la promotion de nouveaux partenariats pour l'emploi et la formation en vue de développer des secteurs spécifiques dans des lieux appropriés comme des parcs commerciaux et industriels. Au total, cette table ronde a permis à chaque participant de dresser un bilan de la mise en œuvre du programme, de présenter les performances réalisées et surtout d'indiquer ses attentes. Les premiers partenariats de réforme du Compact with Africa ont été conclus en 2017 avec la Tunisie, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Au terme de ce sommet
du G20 Afrique sur les investissements, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Berlin pour Paris, où il va participer aux cérémonies de commémoration du centenaire de l'armistice et à la première édition du Forum de Paris sur la paix. Le salon de l'épargne et de l'investissement, le premier du genre en Côte d'Ivoire, a ouvert ses portes ce matin, ici même à Abidjan. Thème principal, l'importance de l'épargne pour l'émergence économique. C'est le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui a lancé officiellement cette plateforme d'échange des acteurs des secteurs bancaires et financiers. Francis Boifou. Chacun de nous a besoin de garantir son futur, de transmettre un petit peu également son patrimoine à sa descendance. Mais après, on n'a pas forcément des produits qui soient adaptés aux ménages. Voilà qui justifie l'organisation du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine, le premier du genre en Côte d'Ivoire. Cette plateforme d'échange permet aux acteurs des secteurs bancaires et financiers d'identifier les modalités novatrices de mobilisation des ressources à travers l'épargne provenant des particuliers et du secteur privé. Nous avons besoin de réfléchir à un cadre réglementaire adéquat pour favoriser le développement des produits d'épargne, pour inciter les épargnants à épargner. Nous devons en effet nous assurer que les produits répondent aux besoins de rentabilité, de flexibilité et de sécurité des épargnants. Enfin, nous devons tendre vers des produits d'épargne longue qui viendraient financer nos besoins en infrastructure et les besoins en fonds propres de notre secteur privé. Selon le Fonds monétaire international FMI, le taux d'épargne en Afrique subsaharienne reste faible. En 2017, il se situait autour de 16% contre 22% dans la zone euro et 40,8% pour les pays asiatiques. En Côte d'Ivoire, ce taux était à 15%, ce qui emmène le représentant du Premier ministre à orienter les réflexions. Un système d'intermédiation financière efficace est nécessaire pour canaliser l'épargne des agents à capacité de financement. En vue de financer les investissements des agents à besoin de financement. Un système financier efficace contribue à augmenter la mobilisation de l'épargne. Il contribue à réduire les coûts de transaction. Il contribue également à mieux répartir et à allouer de façon optimale les ressources vers les emplois les plus productifs. Un taux d'épargne élevé est donc considéré comme essentiel afin d'atteindre une croissance économique durable dans les pays en développement comme le nôtre. Sur la période 2018-2020, il est attendu un taux de croissance moyen annuel de 8%, ce qui permettra à la Côte d'Ivoire de consolider son statut de pays pré-émergent ou pays frontière de l'émergence, selon le vice-président de la République. Daniel Kablan-Duncan souhaite une nouvelle approche d'épargne basée sur le crédit au regard des chiffres actuels. En Côte d'Ivoire, le crédit domestique représente 26% du produit intérieur brut, contre 112% au Maroc et 180% en Afrique du Sud. Par ailleurs, ces pays ont des taux de mobilisation des recettes fiscales beaucoup plus élevés que la Côte d'Ivoire. Et en 2016, pour un encours global de crédit à l'économie de 5 137 milliards de francs CFA, seuls 536 milliards de francs CFA de crédit ont été octroyés aux PME, soit 10,4%. Au regard de ces situations, l'action devait être triple, à savoir 1. Rendre les banques plus performantes dans leur fonction d'intermédiaire financière. Deuxièmement, diversifier le système financier. Et troisièmement, mieux protéger et éduquer les consommateurs. Les travaux de la première édition du salon dédié à l'épargne, aux investissements et au patrimoine d'Abidjan ont été sanctionnés par la remise du livre blanc au gouvernement ivoirien. Ce document contient l'ensemble des solutions pouvant augmenter le taux d'épargne dans le pays. Classement Doing Business, je vous le disais également en titre, la Côte d'Ivoire gagne 17 places. La Banque mondiale a publié ce mercredi son tout dernier rapport. Le Premier ministre Amadou Coulibaly s'est réjoui en tout cas de cette performance. L'ancien Bakayoko. En se hissant au 122e rang sur les 190 pays en compétition, la Côte d'Ivoire fait un bond de 17 places et devient le premier pays réformateur au niveau de la sous-région ouest-africaine. La Côte d'Ivoire donc renoue avec la dynamique des bons résultats que nous avions connus en 2014-2015, puisque au cours de ces 2 années, nous étions parmi les 10 pays qui ont fait le plus de réformes dans le monde. Nous sommes à nouveau cette année dans le top 10. Pour cette édition du Doing Business 2019,
La Banque mondiale a mesuré la réglementation des affaires et son application effective dans 10 domaines du cycle de vie d'une entreprise. Le groupe de la Banque mondiale tient particulièrement à féliciter le gouvernement ivoirien pour ses efforts visant à améliorer l'environnement des affaires dans le pays. En effet, la Côte d'Ivoire est un pays résolument engagé vers l'amélioration de son climat des affaires en vue d'attirer, de faciliter des investissements à même de lui permettre d'atteindre ses objectifs de développement. Création d'entreprises, obtention de prêts ou de permis de construire, paiement des impôts et exécution des contrats sont les domaines où la Côte d'Ivoire a réalisé ses meilleures performances. Ces efforts vont être poursuivis avec d'autres réformes liées notamment à la digitalisation de l'administration. Il s'agit du portail unique dédié à l'investisseur, dénommé portail unique de services à l'investisseur. Ce portail permet de regrouper en un seul lieu l'ensemble des informations utiles à l'investisseur. Sont ainsi mises en ligne les informations relatives aux formalités de création d'entreprise et d'obtention des licences, autorisations et permis d'affaires. Avec ce dispositif transactionnel, il existe désormais la possibilité de réaliser les formalisations de création d'entreprise avec génération de l'identifiant unique d'immatriculation des entreprises. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement a inscrit en priorité de l'agenda 2018-2020 d'importants projets de réforme tels que la dématérialisation des sûretés immobilières, de l'activité judiciaire, de la déclaration et du paiement des cotisations sociales, du système d'information géographique et de géolocalisation. Signalons que dans ce rapport Doing Business 2019, l'île Maurice est devenue le premier pays de l'Afrique subsaharienne à intégrer le top 20 des économies mondiales. Membre des signataires de l'accord de libre-échange continental en mars dernier, la Côte d'Ivoire s'inscrit désormais au nombre des pays qui ont ratifié cet accord. Notez que les députés membres de la Commission des relations extérieures, 179 sur 252, ont adopté à l'unanimité le dit projet de loi. Noël Nagno, pour en savoir davantage. Avec le vote à l'unanimité des députés de la Commission des relations extérieures présents, 179 sur 275, le président de la République est autorisé à ratifier l'accord de libre-échange, la ZELCA, une mine d'opportunités pour la Côte d'Ivoire. C'est un accord qui est très important parce que quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, le commerce inter-africain sur le continent est de 17%. La Côte d'Ivoire, le commerce inter-africain, la part de la Côte d'Ivoire est de 34%, dont 27% avec la CEDEAO. Donc si la Côte d'Ivoire a déjà 34%, alors que la moyenne continentale est de 17%, malgré les barrières, avec la levée des barrières que va instituer l'accord de libre-échange continental, vous imaginez que la Côte d'Ivoire est l'un des pays les mieux placés pour profiter de cet accord. De 44 signataires en mars 2018 à Kigali, ils sont aujourd'hui 53 pays africains à s'être engagés pour la ZELCA et 8 pays à avoir ratifié l'accord. Je vous invite à présent à effectuer une petite visite sur le chantier de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, chantier situé à Trècheville, au carrefour Solibra. Et bien lancé depuis novembre 2016, les travaux de cet ouvrage sont toujours en cours. Le taux de réalisation est estimé à 33%. Notez que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi-Kwaku, a effectué justement une visite sur les lieux. Un reportage signé Jean-Luc Mambo. Les travaux de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise à Trècheville, au célèbre carrefour Solibra, avancent. Et bien même, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est venu lui-même faire le constat. Nous sommes venus visiter le chantier, les travaux avancent très bien. Nous sommes à un taux de réalisation d'environ 33%, alors qu'à la date d'aujourd'hui, on devait être autour de 30%. Le chantier est prévu durer 36 mois. Nous pensons pouvoir tenir donc les délais. La livraison de l'ouvrage est prévue pour octobre 2019. Situé à la jonction des boulevards Valéry Giscard d'Estaing et de Gaulle, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise est réalisé par 300 personnes, dont 280 Ivoiriens.
Les travaux, cependant, ne se font pas sans désagrément pour les nombreux automobilistes qui empruntent ces tronçons. Ce chantier cause quelques désagréments parce que pour pouvoir réaliser cet ouvrage, il a fallu qu'on rétrécisse la circulation, que les Ivoiriens sachent que les travaux avancent bien et que très bientôt, avec ce bel ouvrage, la gêne qui est causée actuellement sera un vieux souvenir. L'infrastructure d'une valeur de 28 milliards de francs CFA est financée par le Japon à travers l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Elle va permettre de fluidifier le trafic routier entre les zones sud et nord de la capitale économique ivoirienne. Et à quelques mois de la prochaine saison des pluies en Côte d'Ivoire, le gouvernement anticipe, cela dans le souci de prévenir les pertes en vie humaine et autres dégâts matériels. À l'initiative de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, une rencontre des départements ministériels concernés a été organisée, cela donc pour plancher sur les stratégies à adopter. Abou Sanogo. La problématique du drainage des eaux fluviales dans le district d'Abidjan au cœur d'une rencontre initiée par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Ouloto, élargie aux différents départements ministériels concernés par les dégâts humains et matériels causés par les fortes pluies, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ce pour porter la réflexion sur les mesures et recommandations proposées par l'atelier d'août 2018. Et pour la présente rencontre, il s'agit d'élaborer, selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, des mesures à prendre à l'effet de préserver des vies humaines pendant les prochaines pluies. À 5 à 6 mois des prochaines saisons des pluies, il était important aux membres du gouvernement directement concernés par la question, et cela sur instruction du Premier ministre, de se retrouver pour échanger d'abord sur le bilan des travaux effectués et ensuite élaborer les différentes mesures à prendre pour que la prochaine saison des pluies puisse être traversée par nos populations dans la quiétude. Les recommandations portent, entre autres, sur la gestion des déchets solides, l'occupation du domaine public et la réglementation en matière d'urbanisme et d'occupation des sols. Par ailleurs, il sera procédé au curage et à l'aménagement des cuvettes. Et ces travaux nécessitent plusieurs déguerpissements. Et cette autre information, l'État de Côte d'Ivoire va bientôt lancer une procédure spéciale de déclaration de naissance. Le projet de loi instituant cette procédure, le rétablissement de l'identité et la transcription de naissance a été présenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Samson Kombile, qui était face aux députés de la Commission des Affaires générales et institutionnelles. C'est ce que nous rapporte Kolo Koulibaly. Les deux projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des membres présents de la Commission des Affaires générales et institutionnelles du Parlement. Le premier projet porte sur la procédure spéciale de déclaration des naissances, le rétablissement d'identité et la transcription des naissances. On aura la possibilité donc de voir les sous-préfets, les officiers d'état civil se déporter sur le terrain, dans les localités où les gens n'ont pas eu de papier, pour que ces personnes puissent se manifester et en avoir. Vous savez que certains de nos concitoyens ont des actes de naissance qui sont faux. Il faut donner la possibilité à ces personnes de se manifester et de reconnaître que leur acte de naissance n'est pas enregistré, qu'il s'agit de faux, et leur donner la possibilité d'avoir des actes réguliers en prenant la peine de supprimer les actes irréguliers. On a aussi la situation de nos concitoyens qui ont été, il faut le reconnaître honnêtement, amenés à se servir des actes de naissance de leurs proches pour faire des études. Notre état civil sera modernisé, c'est l'objectif principal du deuxième projet de loi relatif à l'état civil. Le dispositif légal procède ainsi à la suppression des dispositions de l'article 59 de la loi actuelle qui traite de l'établissement de l'acte de décès du condamné à mort, afin de conformer la loi à la Constitution qui a aboli la peine de mort. Le projet de loi intègre également de nouveaux acteurs dans l'organisation et le fonctionnement des services de l'état civil ivoirien en vue de rapprocher davantage les dix services des populations, de faciliter et d'accroître l'enregistrement des faits d'état civil.
Les centres secondaires d'état civil prévus par la loi actuellement en vigueur sont remplacés par les bureaux d'état civil, dont certains seront créés dans les centres de santé, dans les conditions fixées par décret. Ce projet de loi prévoit l'utilisation des procédures électroniques dans l'enregistrement et la délivrance de faits d'état civil, une dématérialisation sans pour autant abandonner le support papier. On poursuit en images avec les communautés baoulées du Grand Nord, la société civile et la jeunesse de Grand Bassam qui sont sortis ce mercredi après-midi pour apporter leur soutien et leur compassion au roi d'Enzima Kotoko. Ces populations venues exprimer leur soutien à Sa Majesté à Montano ont dénoncé et déploré les actes de violence issus des résultats des élections locales du 13 octobre dernier, violences au cours desquelles le palais royal ainsi que plusieurs édifices ont été saccagés. Au cours de cette cérémonie hommage au roi, les différentes communautés vivant à Grand Bassam ont réaffirmer leur attachement à la cohésion sociale pour que règne la paix dans la ville historique désormais patrimoine de l'UNESCO. 600 cas de grossesse enregistrés en milieu scolaire dans la région de Gbeke. Information donnée par les responsables de l'éducation nationale. Et pour lutter efficacement contre ces fléaux dans la région, la sensibilisation s'impose. On en parle avec Hassan Khan et Kader Sogodogo. 600 cas de grossesse en milieu scolaire dans la région de Gbeke. L'information vient d'être donnée par les autorités éducatives de la région. Communautés éducatives, parents d'élèves, ONG, tous sont interpellés. La sonnette d'alarme vient donc d'être tirée. Le nombre est inquiétant. Nous sommes à près de 600 au primaire comme au secondaire. Que les parents prennent conscience que la scolarisation d'une petite fille ne se résume pas qu'à l'inscription. À l'heure actuelle, priorité à une sensibilisation accrue. L'école, la santé, la justice, une synergie d'action pour venir à bout du phénomène. Boaké ne saurait tolérer ce coup de massue porté à l'avenir de ses enfants en formation, seul espoir certain du développement futur de cette partie du pays. Les grossesses chez les élèves avant l'âge de 18 ans sont considérées comme des grossesses à risque. Ces grossesses s'accompagnent généralement d'infections sexuellement transmissibles. J'ai regretté le fait qu'il n'y ait pas de passerelle entre la direction régionale et le parquet. Lorsqu'on me dit que la majorité des auteurs de ces grossesses-là, ce sont les élèves eux-mêmes, il appartient quand même aux différents responsables des établissements de les dénoncer pour que le parquet puisse diligenter des enquêtes. Les jeunes filles, victimes de ce phénomène qui n'a que trop duré, donnent de la voix, comme pour dire chaque chose en son temps. La grossesse, ça peut faire qu'on ne peut pas procréer dans le futur. Le Gbeke compte 2 directions régionales de l'éducation nationale. Ce sont au total 18 020 filles qui y sont inscrites. Aucune d'entre elles n'est à l'abri d'une grossesse. Une table ronde sous-régionale sur les mesures préventives de l'extrémisme violent dans le Conseil de l'Entente. C'était hier mardi 30 octobre, ici même à Abidjan, à l'occasion donc pour les représentants des pays membres de l'espace Entente et leurs partenaires d'évaluer les stratégies intégrées de lutte contre le phénomène, stratégie adoptée lors donc de l'atelier des 24-25 mai dernier. C'est ce que nous rapportent Olivier Réby et Abou Sanogo. L'incivisme, l'insécurité, les violences armées, des fléaux qui impactent considérablement le développement des pays dans la sous-région. Pour apporter des solutions adéquates à ces phénomènes, les pays membres du Conseil de l'Entente, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire, ont élaboré un plan stratégique de lutte pour faire face à l'extrémisme violent au sein de leur espace. Quelques mois après la mise en œuvre des mesures intégrées, une table ronde a été initiée par le Conseil de l'Entente pour évaluer les acquis. Nous avons observé que déjà les recommandations qui ont été faites au mois de mai, dans certains pays, ces recommandations commençaient à être appliquées comme au Burkina. Le Conseil de l'Entente, sa mission, c'est de contribuer à instaurer un climat de paix dans son espace, de manière à favoriser le développement. Pour le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, même si quelques avancées ont été réalisées au plan militaire, des efforts restent encore à faire. Avec tout ce que nous sommes en train de faire, la conjugaison des efforts de tous, de toutes les organisations,
de la société civile, des institutions intergouvernementales, les États eux-mêmes, nous y arriverons. En vue de l'éradication du phénomène dans les pays de la sous-région, des partenaires apportent leur contribution. Une rencontre, c'est aussi un financement à la clé, mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'état d'esprit que nous partageons. Ce problème de la violence extrémiste, il est partout. C'est en 2016 que l'initiative de conversation régionale pour la prévention de l'extrémisme violent dans la sous-région a été lancée par le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Un peu plus de 3 milliards de francs CFA ont été mobilisés par les pays membres du Conseil de l'Entente dans le cadre de la mise en œuvre des mesures préventives sur les 2 prochaines années. Fin de formation pour plusieurs journalistes et techniciens ivoiriens. Ils ont été formés à l'initiative de Radio France Internationale, RFI. Cela à la mémoire de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, 2 journalistes de la dite radio, assassinés le 2 novembre 2013. C'était à Kidal, au Mali. Christian Dago, Salimatoudia. Ils sont 20 journalistes et techniciens à bénéficier d'une formation sur les techniques de reportage. Un module qui vise à détecter les talents chez les professionnels des médias. Une formation pour la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, 2 journalistes radio assassinés au Mali. On voulait vraiment perpétuer ce qu'ils savaient faire de mieux, c'est-à-dire du reportage de terrain. Et perpétuer leur esprit, la façon qu'ils avaient travaillé, c'est-à-dire à 2, toujours en équipe, toujours un technicien, un journaliste. Alors nous formons des journalistes et des techniciens, essentiellement au reportage. Donc comment on organise un reportage, comment on le prépare, comment on travaille sur le terrain et ensuite comment on restitue ce reportage sous forme d'un enrobé, donc avec des sons et des micros. Inculquer le goût du travail et l'esprit d'équipe sont entre autres les valeurs transmises durant cette formation. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est la collaboration qu'on montre entre le journalisme et le technicien. Parce que ce sont 2 professions qui sont liées et il faut une certaine collaboration pour réussir à faire ressortir un travail de qualité, surtout que c'est un travail d'équipe. 2 journalistes et techniciens ayant démontré leur qualité de reporter bénéficieront d'une formation d'1 mois à Radio France Internationale et dans les écoles polytechniques et l'IMA en France. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est à Genève où il prend part à la 334e session du Conseil d'administration du BIT, le Bureau international du travail. En marge de la rencontre, Pascal Kouakou-Abinan s'est entretenu avec le directeur général du BIT, Christelle Menon. Abidjan accueillera en 2019 la 14e réunion régionale africaine du Bureau international du travail. C'est l'un des 3 points discutés lors de l'audience du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale avec le directeur général du BIT. Pascal Kouakou-Abinan et Guy Ryder ont ensemble entrevu les modalités d'appui du BIT à l'organisation de cette rencontre régionale qui réunira une 50aine de pays africains. D'appui, il en a aussi été question pour l'organisation des prochaines élections professionnelles en Côte d'Ivoire. J'ai pu assurer, Monsieur le ministre, de l'appui permanent de notre organisation quand il s'agit d'aborder les défis considérables du monde du travail au Côte d'Ivoire. J'ai profité aussi de l'occasion pour remercier le directeur général pour le retour du siège de l'organisation régionale à Abidjan. À noter, l'Organisation internationale du travail aura 100 ans en 2019. Un peu partout dans le monde, on prépare déjà les célébrations du centenaire de la plus ancienne agence du système des Nations Unies. Pour le centenaire, il y a une très grande réflexion sur le monde du travail qui est en perpétuelle mutation aujourd'hui. Et donc la Côte d'Ivoire prendra toute sa part sur ce sujet important. Alors que le 334e conseil d'administration du bureau se tient en ce moment à Genève, Pascal Abinan et Guy Ryder ont aussi échangé sur le document de coopération 2017-2020 entre la Côte d'Ivoire et le BIT. On poursuit en images. Sachez qu'Asia
Bibi a été acquitté de toutes les accusations lors de l'énoncé du verdict à la Cour suprême ce mercredi. C'est au Pakistan, pardon. C'est donc la fin d'une affaire qui a enflammé le pays entre libéraux et conservateurs autour de la loi anti-blasphème. Rappelons qu'à cause d'un verre d'eau, cette paysanne pakistanaise était devenue à l'été 2009 un symbole mondial de la lutte contre l'intolérance religieuse. Et sachez pour terminer que demain, 1er novembre, fête de la Toussaint, est déclarée jour férié. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure.